Bonjour à tous, merci Jean-Philippe, merci à l'équipe Cannes d'avoir mis en musique et organisé cette 6e édition de l'Asphare Jeune à Caen, et merci à monsieur le maire qui nous a accueillis dans ce lieu magnifique. Donc le challenge, c'est pour l'année prochaine, après la bille aux dames, la bille aux hommes, on se demande où on sera. Alors, donc là, je vais vous parler de prise en charge anesthésique en neurochirurgie pédiatrique, et d'abord pour planter le décor, rappeler un peu les éléments de contexte. La neurochirurgie, ça va complexifier la prise en charge des patients et donc complexifier l'anesthésie pédiatrique. Certes, ça ne va pas modifier la lésion primaire dont souffre le patient qui va être à vos bons soins, mais ça peut influencer la survenue de lésions cérébrales secondaires dont on reparlera, et donc la morbidité et même parfois la mortalité. Donc, globalement, souvent on dit qu'en l'anesthésie en neurochirurgie, notamment pédiatrique, c'est de la neuroréanimation appliquée au bloc opératoire. Et un des points essentiels, sur lequel là aussi j'insisterai, c'est la lutte contre les fameux axos, les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. On parle beaucoup de ça dans le cadre du trauma crânien. Pour moi, c'est la même chose au bloc opératoire. Alors, quelques données d'épidémio, on en a très très peu en fait en pédiatrie. Et ça, c'est un congrès de l'ANALF. C'était en 2001 à Lille, et à cette occasion, il y avait une enquête un petit peu au niveau national pour voir un petit peu qu'est-ce qui se faisait dans le cadre de la neurochirurgie, donc neuroanesthésie pédiatrique. Vous voyez qu'en 2001, en gros, un peu plus de 3400 enfants ont été opérés en neurochirurgie. La moitié d'entre eux ont eu besoin d'un séjour en soins critiques en post-opératoire. L'essentiel des actes, c'était autour des dérivation du liquide céphalorachidien, tout ce qui est hydrocéphalie, suivi de près par la traumatologie et les processus expansifs intracrâniens. Depuis, finalement, ça a peu évolué. Il y a peut-être des nouveautés qui concernent notamment le développement important de la chirurgie de l'épilepsie et tout ce qui est neurochirurgie fonctionnelle, les rhizotomies, tout ce genre de choses. Mais tout le reste, évidemment, n'a pas ou peu évolué, à part peut-être, on essaie de plus en plus de faire de la chirurgie mini-invasive, comme on dit. Alors maintenant, le plan qu'on va suivre pour parler de neuroanesthésie, réanimation pédiatrique, on va parler de prise en charge en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire. Alors les particularités en préopératoire, pour l'anamnèse et l'examen clinique, eh bien évidemment, en plus de l'examen habituel que vous faites systématiquement sur vos patients, un examen neurologique à la recherche de signes déficitaires, de signes d'hypertension intracrânienne. On va revenir dessus, il y a des spécificités chez l'enfant en fonction de son âge. L'état de conscience qui repose sur l'évaluation du score de Glasgow. Il y a des échelles pédiatriques. La recherche de troubles de déglutition. Les patients qui ont notamment des tumeurs de fosse postérieure peuvent avoir des troubles de déglutition, et ces troubles de déglutition peuvent être à l'origine de pneumopathie d'inhalation, parfois répétées et qui peuvent passer inaperçues. Donc il faut les rechercher. Le souffle cardiaque, pourquoi? Ça peut évoquer un foramen ovale perméable. C'est 20-25% de la population qui a ça. Et ça sera une contre-indication, la chirurgie en position assise pour ceux qui la font. Le bilan préopératoire, eh bien, si vous avez des troubles de déglutition, la radio de thorax pour rechercher des signes de pneumopathie, l'échocardiographie à la recherche donc, du fameux PFO que je viens d'évoquer, parce que ça pourrait être à l'origine d'une embolie gazeuse paradoxale s'il y a une embolie gazeuse en position assise, et je reviendrai dessus. Un certain nombre de patients opérés dans le cadre de l'oncologie vont avoir des chimiothérapies plus ou moins agressives pour le cœur, et donc il faudra évaluer le retentissement sur le cœur gauche, sa fonction VG, et sur la fonction diastolique. Enfin, le bilan biologique, pas de particularité. Et pour terminer, la prémédication. Alors en ce qui concerne la prémédication pharmacologique, elle est contre-indiquée en cas de signes d'hypertension intracrânienne patent, et en l'absence, elle est possible, mais évidemment pas systématique. C'est à vous de décider en fonction du niveau d'anxiété, du besoin que vous évaluerez, mais clairement, la prémédication, la préparation non pharmacologique, elle est toujours de bon aloi et très utile. Je vous parlais à l'instant des signes d'hypertension intracrânienne qui varient en fonction des tranches d'âge. Chez le nourrisson, qu'est-ce qu'on peut observer? Une irritabilité, une tension de la fontanelle, palper toujours la fontanelle chez ces petits-enfants. Sur des processus un peu chroniques, eh bien une disjonction des sutures, une augmentation du périmètre crânien. Mesurez le périmètre crânien, regardez dans le carnet de santé. Et le regard en coucher de soleil, je vous montrerai ce que ça veut dire. Chez les enfants un peu plus grands, des céphalées posturales, matinales, une diplopie, un œdème papillaire. Et puis donc, là, vous pouvez voir, je pense, le regard en coucher de soleil, hein, Parinot, le syndrome de Parinot. Voilà, c'est assez parlant.
Et donc je reviens maintenant sur les signes communs, somnolence, apathie, voire coma, évidemment dans les cas les plus évolués. Vomissement en jet qui assez traditionnellement soulage les céphalées qui sont d'ailleurs, je ne l'ai pas dit peut-être, si matinales. Voilà. Le torticolis, quand il y en a un engagement des amygdales cérébelleuses. Et puis la triade de Cushing qui doit systématiquement vous faire évoquer l'hypertension intracrânienne jusqu'à preuve du contraire, qui associe hypertension artérielle, bradycardie, irrégularité respiratoire. Enfin, évidemment, dans les formes extrêmement sévères, le mydriase peut apparaître. Voilà ce que je voulais vous dire sur la phase préopératoire. Maintenant, on va parler un petit peu de péropératoire. Et donc, je vous l'ai dit, au cœur de la prise en charge, la lutte contre les axos et l'hypertension intracrânienne. Donc, des mesures générales qui sont toujours à appliquer. Comme ça se passe au niveau du segment céphalique, il va falloir bien sécuriser tous vos prothèses, et en particulier la sonde d'intubation. Il peut arriver, ça nous est arrivé, qu'une extubation accidentelle péropératoire, en décubitus ventral par exemple, bon, voilà, j'en dis pas plus. Ne pas gêner le retour veineux, il faut faire attention aux installations. Quand on tourne la tête un petit peu trop, ça va bloquer le retour veineux qui se fait au niveau des jugulaires. Et si le retour veineux ne se fait pas, ça peut augmenter la pression intracrânienne. Protection des appuis, ce n'est pas spécifique. Maintien de la pression artérielle moyenne, c'est un déterminant de la pression de perfusion cérébrale sur laquelle je vais revenir. Donc des apports hydroélectrolytiques et le maintien de la normovolémie. Des vasopresseurs, comme la baby-noradrénaline titrée en fonction des objectifs que vous fixerez. Traitement de l'hypertension intracrânienne, d'abord c'est le niveau d'anesthésie et d'analgésie adapté. Il faut que le patient dorme suffisamment bien, soit bien analgésié. C'est la normotension. Attention à l'hyperventilation, pas trop d'hyperventilation. Ça peut réduire le débit sanguin cérébral et aggraver l'ischémie. L'osmothérapie, je dirais un mot du débat mannitol versus sérum salé hypertonique. Le choix des agents anesthésiques, on en dira également un petit mot. En tout cas, l'objectif, c'est toujours le maintien de la pression de perfusion et du débit sanguin cérébral et de l'autorégulation de la vasoréactivité. Enfin, eh bien, les fameux SafeTOT, vous en avez peut-être entendu parler, c'est les 10 règles de l'anesthésiste. Et elles ont été, vous avez de la chance, traduites en français, vous pouvez les consulter, n'hésitez pas. Normaux tout, en fait, il faut être normaux tout, voilà. C'est assez simple à dire en tout cas. Sur les apports hydroélectrolytiques, on va se référer à cette recommandation formalisée d'experts sur le contrôle de la glycémie. Chez le nourrisson, lorsque le jeûne est prolongé ou si la chirurgie est longue, il faut mesurer régulièrement la glycémie en péropératoire. Les apports hydroélectrolytiques pour une chirurgie longue doivent être basés sur des solutés qui contiennent du sel et un peu de glucose, en tout cas chez les plus petits, et ne jamais prescrire, en tout cas au grand jamais, des solutés hypotoniques, car vous risquez d'entraîner une encéphalopathie liée à l'hyponatrémie. Alors justement, un papier, il y en a très très peu dans le contexte, et là c'est un papier sur les solutés balancées qui sont comparées au chlorure de sodium, enfin, qu'on appelle sérum physiologique, mais vous le savez, il ne l'est pas. Il ne l'est pas, d'ailleurs vous avez sur le tableau une représentation de qu'est-ce que contiennent les deux solutés, un chlorure de sodium et le plasmalite ici, qui est le soluté balancé auquel il va être comparé dans le cadre du remplissage péropératoire en neurochirurgie pédiatrique. Un des problèmes souvent évoqués avec le chlorure de sodium, c'est le risque d'acidose hyperchlorémique liée à la charge chlorée. Très peu d'études en pédiatrie, mais celle-ci montre la même chose que les études adultes, en gros. Lorsque vous remplissez les patients avec le sérum salé, eh bien, vous avez une augmentation de la chlorémie, comme on le voit ici, qui est significative par rapport au soluté balancé et qui va entraîner une aggravation, une dégradation du base d'excès et une acidose. Voilà, quelques données qui vont dans ce sens-là. Et enfin, dans ce domaine, une méta-analyse récente. Alors là, on n'est pas au bloc opératoire, mais on est en soins critiques pédiatriques. Et cette méta-analyse compare un petit peu les solutés hypotoniques et isotoniques et les solutés balancés versus non balancés. Sur ce premier graphique, vous avez l'impact des solutés isotoniques versus hypotoniques sur la survenue d'hyponatrémie. Je crois qu'il n'y a plus de débat. Clairement, il ne faut pas donner de solutés hypotoniques. Voilà. Et en ce qui concerne les solutés balancées, les niveaux de preuve sont faibles. Il y a peu de résultats. Ça ne modifie pas trop la morbimortalité, mais il y a quand même des données qui montrent un impact favorable des solutés balancées. Alors ici, c'est quand même sur la durée de séjour en soins critiques. Donc c'est quand même un élément clinique intéressant. Évidemment, dans cet article, on retrouvait les mêmes effets bénéfiques sur le chlore, sur l'acidose, etc. L'induction anesthésique, il y a toujours débat. Est-ce que ça doit être en intraveineux ou est-ce que ça doit être inhalatoire? Normalement,
théoriquement, ça doit être intraveineux s'il y a des signes d'hypertension intracrânienne avec une induction en séquence rapide. En pratique, en fait, c'est souvent inhalatoire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours très facile d'avoir des enfants qui sont perfusés ou de les perfuser sans qu'ils se mettent à crier, ce qui va faire monter la pression intracrânienne. Donc, des arguments théoriques pour l'induction IV, c'est mieux, notamment dans une situation d'hypertension intracrânienne avec réduction de la compliance cérébrale. Ça va éviter les effets vasodilatateurs cérébraux des halogénés. Peu ou prou, ils en ont tous. Mais pour l'induction inhalée, c'est ce que je viens de dire à l'instant, parfois l'abord veineux peut être plus ou moins difficile chez des enfants, vous le savez, surtout les petits nourrissons un petit peu dodus. Et puis les cris, l'agitation augmentent l'hypertension intracrânienne. Enfin, la vasoréactivité cérébrale au CO2 est maintenue avec le sévoflurane. Je vais revenir 2 petites secondes sur des données de physiopathe parce que ça me paraît important. Donc vous avez ici la relation entre le débit sanguin cérébral et la pression, enfin différentes pressions et notamment la pression de perfusion cérébrale. Alors je n'ai pas de pointeur, je pense, mais en tout cas la courbe verte, c'est la courbe d'autorégulation vasculaire cérébrale. Qu'est-ce qu'elle vous montre? Elle vous montre que sur une large plage de pression de perfusion, le débit sanguin cérébral est indépendant des variations de pression. Il s'adapte par des variations de calibre des vaisseaux, comme je vous montre ici, et donc permet de maintenir un débit sanguin cérébral relativement stable. Évidemment, il y a d'autres paramètres qui vont influencer les variations de débit sanguin cérébral, et un des principaux, c'est le CO2. Et je vous disais tout à l'heure, attention, pas trop d'hyperventilation, parce que ça peut réduire de façon drastique le débit sanguin cérébral. Attention également, pas trop d'hypercapnie, parce que ça peut vous augmenter de façon importante le débit sanguin cérébral, donc le volume intracrânien, donc la pression intracrânienne. Et puis évidemment, juste pour vous rappeler des particularités de la relation de la compliance cérébrale, de la relation pression-volume, on a tendance à penser que chez l'enfant, du fait notamment chez les petits-enfants, lorsque leurs sutures ne sont pas toutes fermées, que la compliance cérébrale est plus élevée que chez les adultes. C'est l'inverse. C'est l'inverse, on le voit très bien, c'est la courbe verte. C'est la courbe verte de l'enfant, elle est beaucoup plus pentue, ce qui veut dire que pour des élévations de volume intracrânien plus faibles finalement, proportionnellement que chez l'adulte, on a des plus fortes augmentations de pression intracrânienne. Ça veut également dire que si vous arrivez à réduire un petit peu le volume intracrânien, et là pour le coup, face à une hypertension intracrânienne aiguë en hyperventilant au bloc, vous allez réduire un peu le volume et gagner beaucoup de pression. Alors il y a eu pas mal de travaux qui se sont intéressés aux effets cérébraux des agents halogénés et des travaux lyonnais notamment assez intéressants avec Doppler transcrânien, mesure de l'oxygénation cérébrale avec le NIRS. Et ces travaux, là ici avec le sévoflurane, qu'est-ce qu'ils vous montrent? Ils vous montrent que finalement, il y a d'une part une relative préservation du débit sanguin cérébral et de l'oxygénation cérébrale jusqu'à ce que des pressions artérielles descendent un petit peu trop bas. Et là, vous avez pour 2 tranches d'âge, alors je m'approche un peu, les moins de 6 mois, les plus de 6 mois, et ce qu'on voit, c'est les valeurs seuil en dessous desquelles il ne faut pas descendre. Et vous voyez que chez les petits, 33 mm de mercure, chez les grands, 43 mm de mercure, c'est vraiment des valeurs qui nous semblent déjà extrêmement faibles, mais en tout cas en dessous desquelles il ne faut jamais descendre, sous peine de risquer une chute de débit sanguin cérébral trop importante. Et c'est d'ailleurs ce qui était rappelé ici. En résumé, le sévoflurane, c'est probablement l'agent de choix en neuroanesthésie pédiatrique. Ça permet l'induction et l'entretien. Les effets sur la consommation d'oxygène du cerveau, le débit, la pique sont comparables à l'isoflurane. Alors ça, c'est surtout des données adultes. Ça maintient l'autorégulation, la réactivité au CO2 si on est en dessous de 2 Mach pour l'âge. Ça maintient l'oxygénation et ça permet des performances psychomotriques post-opératoires, en tout cas chez l'adulte, qui sont au moins aussi bonnes, voire supérieures que l'isoflurane. Un mot maintenant sur les morphiniques. Là, il y a également peu d'études. Ça, c'est une étude assez ancienne avec l'alphentanil. Qu'est-ce qu'elle vous montre? Qu'il y a une relation, en gros, effet-dose sur à la fois la pression artérielle moyenne et donc la pression de perfusion cérébrale. Très peu d'effets, comme vous voyez ici, sur la pression intracrânienne. Une relation effet-dose, plus vous donnez une dose importante, plus la pression artérielle chute. Plus la pression artérielle chute, donc plus la pression de perfusion cérébrale va chuter. Donc si on résume un petit peu sur cette plaque les effets des morphiniques en neurochirurgie pédiatrique, certes c'est des données essentiellement adultes, quelques travaux pédiatriques, peu ou pas d'effets directs sur le débit sanguin cérébral et l'oxygénation cérébrale,
une préservation de la réactivité au CO2 et de l'autorégulation, des effets indirects qui peuvent aboutir à une élévation de pression intracrânienne par autorégulation pour maintenir le débit. En gros, l'agent qui est le plus souvent utilisé, c'est le sufentanil, mais peut-être qu'il y a un intérêt pour le rémifentanil du fait de sa durée d'action brève, et en association avec le propofol, c'est sûrement une très bonne association pour avoir des réveils rapides en post-op, si vous voulez, ce qui est souvent le cas, évaluer rapidement des enfants en post-opératoire. Le monitorage, eh bien, en plus de la surveillance habituelle, pour la neurochirurgie intracrânienne, très probablement qu'il faut avoir une pression artérielle sanglante, un cathéter veineux central, une sonde urinaire et des moyens de détecter l'embolie gazeuse. Alors, quelques mots sur l'installation maintenant en neurochirurgie. Certes, je viens de parler de monitorage, c'est indispensable, mais ça ne remplace pas l'observation directe. Là, c'est juste un exemple de ce qui est chez nous. Là. Vous cherchez le patient, vous ne le verrez pas. Il est tout au bout et on ne voit même pas les pieds. Là. Donc, c'est probablement quelque chose qu'il faut éviter, mais de temps en temps, ce n'est pas forcément possible. C'était une position assise sur un petit enfant. Fixation, protection des prothèses, j'insiste dessus, vous n'aurez pas d'accès à la tête. Protection des yeux et des points d'appui. Étiquetage, fixation, visualisation des abords veineux, au moins celui sur lequel vous allez effectuer votre remplissage vasculaire. Protection contre l'hypothermie. En tout cas, l'installation, comme toujours, c'est un équilibre entre le confort et la qualité de l'exposition chirurgicale. Il est important que le chirurgien soit bien installé pour qu'il puisse bien opérer. Mais en même temps, nous, on est là pour dire attention, il peut y avoir un retentissement cardio-respiratoire de l'installation et des risques, je reviendrai sur l'embolie gazeuse, liée à l'installation. Donc quelques exemples ici, voilà, c'est une ventriculocysternostomie, c'est impressionnant, on rentre un endoscope dans la tête de l'enfant pour faire un trou dans le plancher du troisième ventricule et donc rétablir la circulation du liquide céphalo-rachidien. C'est une belle intervention, ça évite de mettre du matériel prothétique comme une valve. Une chirurgie chez un tout petit, il faisait 6 kg, je crois, en position assise. Bon, là, c'est un plus grand qu'on a fait en début de semaine. C'est un peu plus compliqué de temps en temps d'installer les grands et surtout d'éviter d'avoir des pressions négatives à un risque élevé d'embolie gazeuse. Et puis une chirurgie qu'on voit également, qui est une belle chirurgie en termes de résultats esthétiques. En péropératoire, c'est quand même une chirurgie avec saignement majeur. C'est les chirurgies de craniosténose et qui parfois aussi, quand on a affaire à des craniosténoses complexes, aboutissent. Alors c'est la partie complètement à droite de l'écran avec des distractions et des tractions comme on pourrait voir en orthopédie, sauf que ce sont des broches transfaciales. Dans ce type de chirurgie, vous l'avez compris, on est exposé à un certain nombre d'incidents et de complications, au premier rang desquels l'hémorragie. Alors c'est plus ou moins facile à évaluer, hein, parfois. Bon, quand on voit le champ opératoire, je vous ai montré juste avant, c'est évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc une des discussions, c'est à partir de quand je transfuse finalement. Alors il y a des discussions autour du seuil, 8 grammes, 10 grammes. En fait, probablement qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte, dont la cinétique du saignement. Ça saigne beaucoup, ça s'est arrêté de saigner. À quelle phase on est au début de l'intervention, on est à la fin de l'intervention, et comment le malade le tolère. C'est un ensemble d'éléments qui vont vous faire décider ou pas de transfuser. Deuxième élément en neurochirurgie, c'est les manipulations chirurgicales sur le tronc cérébral, qui vont se manifester par des épisodes de bradie ou tachycardie, d'hypo ou d'hypertension. Il faut le signaler au chirurgien, qui fera ce qu'il peut pour les limiter, mais en tout cas, dans notre expérience, c'est volontiers associé à des troubles de déglutition au post-op et des petits problèmes liés à l'extubation. Poussée d'hypertension intracrânienne avec hernie cérébrale, embolie gazeuse, pneumoncéphalie, neuropathie périphérique, bref, il y a tout un tas de choses qui sont, je ne vais pas dire fréquentes, mais qui peuvent être un peu particulièrement plus fréquentes en tout cas que dans d'autres types de chirurgie dans ce contexte. Alors nous, on a pris l'habitude de mettre un pantalon anti-choc depuis cette étude qui avait bien montré que la mise en place d'un pantalon anti-choc associé à une PEP permet d'augmenter donc à la fois la pression, c'était l'oreillette droite, donc la PVC, et avec une corrélation entre la PVC et la pression dans la jugulaire. Et donc c'est ceci qui permet d'éviter qu'il y ait une pression trop négative favorisant l'entrée d'air dans le patient. Dans ce travail, il n'y avait pas de complications liées au pantalon anti-choc, il n'y avait pas d'embolie gazeuse dans le groupe pantalon et il y en avait 26% dans le groupe contrôle. Dans une autre étude qu'on a réalisée, enfin je vais dire plus récemment, donc ça date un peu quand même, 2001, ça passe vite,
On avait comparé la position opératoire, décubitus ventral ou position assise pour des chirurgies de fosse postérieure. Alors, le biais là-dedans, c'était le chirurgien, excuse-moi Briac, parce qu'on n'a pas tiré au sort, on n'a pas imposé à un chirurgien qui était plus confortable dans une position d'opérer dans une autre. D'ailleurs, je pense que ça ne serait pas très éthique. Et donc, on a juste regardé ce qui se passait en fonction de la position qui était réellement réalisée en péropératoire. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'en position assise, finalement, des complications chirurgicales, il y en avait moins, parce que l'exposition chirurgicale est de meilleure qualité. On a eu une complication sévère, un type d'embolie gazeuse sévère dans le groupe assis, c'est le principal risque. Et pour les autres complications, on avait finalement moins dans la position assise. Un mot maintenant, si vous êtes confronté à une poussée d'hypertension intracrânienne, comment on la prend en charge? Il y a toujours le débat mannitol versus sérum salé hypertonique. Dans les recommandations nord-américaines sur la prise en charge du trauma crânien grave de l'enfant, en fait, maintenant ils positionnent en première position, si je puis dire, le sérum salé hypertonique, car il y a des études, peu, mais il y en a, en faveur donc, du sérum salé hypertonique. C'est du 3%, des bolus de 2 à 5 ml par kilo. Et même en cas de persistance de l'hypertension intracrânienne, une perfusion, vous voyez 0,1 à 1 ml/kg/h, avec des objectifs que nous, on n'ose pas atteindre. C'est-à-dire qu'ils arrêtent la perfusion uniquement quand la natrémie atteint 170 mEq par litre, ce qui est quand même assez énorme. On dépasse rarement 155 parce qu'on a un petit peu peur. Voilà, et dans le cas d'hypertension intracrânienne réfractaire, des bolus de sérum salé très concentrés à 23,4%. Ce qui avait été dit quand même dans cette recommandation nord-américaine, c'est que le mannitol, il y a une utilisation habituelle depuis 50 ans au moins, mais pas de données. Donc en l'absence de données, c'est difficile de faire des recos. Depuis, il y a eu 7 études publiées dans JAMA Open Network, une étude qui a comparé chez des enfants traumatisés crâniens graves le mannitol versus le sérum salé hypertonique. Alors il y a quelques biais, certains patients ont reçu les deux solutés. Bref, méthodologiquement quelques biais, mais un signal en faveur de nouveau du sérum salé hypertonique chez les enfants qui ont une pression intracrânienne supérieure à 25, en faveur de nouveau du sérum salé hypertonique. Je vais maintenant vous parler un petit peu d'acide tranexamique. Comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de chirurgies qui peuvent être très hémorragiques et l'hémostat peut être particulièrement difficile à réaliser. Donc ça, c'est une méta-analyse relativement récente. C'est une étude, excusez-moi, prospective randomisée en double aveugle de non-infériorité où on compare les fortes doses s'entend 50 mg/kg en bolus suivi de 5 mg/kg/h versus des faibles doses, c'est 10 mg/kg en bolus suivi de 5 mg/kg/h. Le critère jugement principal, c'est saignement, et un certain nombre de critères de jugement secondaire, la transfusion, les concentrations plasmatiques d'acide tranexamique et un certain nombre de marqueurs biologiques. Très clairement, on voit sur ces résultats, en termes de transfusion ou de saignement, il n'y a pas de différence. Et là, c'est les résultats par rapport à la marge de non-infériorité, elle n'est pas dépassée, ce qui veut dire que les fortes doses, enfin en tout cas les doses les plus faibles, ne font pas moins bien que les fortes doses. De la même façon, les auteurs ont regardé les concentrations plasmatiques, même avec les entre guillemets, faibles doses, on est dans le range thérapeutique attendu. Il n'y a pas de différence sur les marqueurs biologiques, il n'y a pas d'effet secondaire observé. Bref, on peut conclure que les faibles doses ont le même effet, la même efficacité que les fortes doses. En termes de sécurité d'utilisation, une étude qui a inclus plus de 6000 enfants, donc c'est quand même une forte étude avec une assez bonne puissance, qui vous montre que finalement c'est un médicament assez sûr qui s'associe à très peu d'effets secondaires. On a donc très peu d'effets. Alors ici, c'est les convulsions. Vous savez qu'il y a eu des warnings chez l'adulte, mais c'est des très fortes doses en chirurgie cardiaque. Bref, chez l'enfant, le risque peut être quasiment, alors je ne vais pas dire éliminé, mais il est considéré comme très très faible. Le risque thromboembolique également souvent évoqué, très très faible également, donc une molécule assez sûre d'emploi, donc un bon rapport bénéfice-risque. L'embolie gazeuse dont je vous parlais tout à l'heure, évidemment, c'est une complication qu'on a toujours à l'esprit dès qu'on fait de la chirurgie, alors en position assise, mais en fait, n'oubliez pas, dès qu'il y a plus de 5 cm entre le site de l'incision et le niveau du cœur, il existe. C'est-à-dire les hernies discales, quand vous les mettez en DV et que le site de l'incision est à plus de 5, ça existe aussi.
Enfin, quoi qu'il en soit, dans la position assise, selon les données de la littérature, c'est rapporté dans 2 à 9% des cas. La détection, ce n'est pas très simple. Certains ont évoqué l'échographie transœsophagienne, c'est quand même assez complexe. Le Doppler précordial, c'est assez sensible, peut-être trop sensible. Nous, en tout cas, on se contente de monitorer la capnographie et on considère qu'une chute de plus de 3 à 4 mm de mercure peut indiquer la survenue d'embolie gazeuse. On alerte le chirurgien. La prévention, c'est tout ce qui va permettre d'augmenter les pressions, comme on l'a vu tout à l'heure, cave sup, et donc les pressions dans les jugulaires. Et c'est donc quelque chose qu'on recherche à chaque fois, en sachant que le remplissage a un effet modéré à la fois en temps et en efficacité. Et d'ailleurs, dès qu'on assied les patients, ils ont une diurèse extrêmement importante quasiment tout de suite. La PEP seule est inefficace. Ce qui est bien, c'est d'associer la PEP et le pantalon anti-choc. Et les compressions jugulaires sont un bon moyen à la fois de détection pour voir où ça saigne et également thérapeutique. Donc si on résume la discussion sur la position, en faveur du décubitus ventral, il y a une moins bonne, enfin en défaveur, moins bonne exposition, il y a moins d'embolie gazeuse, c'est sûr, moins d'œdème lingual, une meilleure CRF, en position assise, une meilleure exposition chirurgicale, moins de pertes sanguines, moins de complications pérope, les séjours post-op dans notre travail sont raccourcis, mais il est indispensable de se mettre en capacité de prévenir au maximum le risque d'embolie gazeuse. Et en théorie, c'est contre-indiqué en cas de PFO. Ça veut dire qu'il faut le rechercher. Ce n'est pas toujours fait systématiquement. Bref, le choix va dépendre du rapport bénéfice-risque et en particulier de l'expérience de l'équipe. Enfin, dernière partie de l'exposé, pour vous dire quelques mots sur la prise en charge post-opératoire. C'est une phase critique. La surveillance, vous l'avez vu, se fait dans 50% des cas en soins critiques, et en particulier si la chirurgie a été lourde ou c'est compliqué. En cas d'hydrocéphalie post-opératoire ou d'œdème cérébral, lorsqu'il y a des risques importants de troubles de déglutition, de dysphonie, de stridor, et enfin dans un certain nombre de chirurgies qui sont particulièrement à risque de troubles hydroélectrolytiques, comme la chirurgie du crânio-pharyngium par exemple. Une question volontiers débattue, c'est l'horaire de l'extubation, je vais y revenir, et l'horaire de l'imagerie. À une époque, on faisait quasiment au post-op immédiat de l'imagerie. Maintenant, en fait, le plus souvent, c'est fait le lendemain, quand le patient est extubé, car la majorité des patients sont déjà extubés dans les heures qui suivent la chirurgie. Donc sur le débat extubation, eh bien finalement, idéalement, il faut le faire le plus précocement possible, parce que c'est ce qui va vous permettre d'évaluer cliniquement au mieux votre patient. En tout cas, dès la récupération des réflexes de protection des voies aériennes. Et donc, ça sera précoce dans la grande majorité des cas, surtout lorsque l'exérèse chirurgicale s'est bien passée, que ça a été simple. Parfois, quand même, quand on avait une situation préopératoire avec une hypertension intracrânienne sévère, lorsque l'exérèse a été difficile, lorsqu'il y a eu des épisodes multiples d'hypertension, de bradycardie, probablement qu'il faut peut-être temporiser un petit peu et attendre pour être sûr qu'on ne va pas extuber et devoir réintuber le patient. Dans certaines séries de la littérature, l'échec d'extubation est retrouvé dans 15 à 20% des cas. Enfin, pour conclure, vous dire que c'est une chirurgie et une anesthésie à risque, évidemment, que la collaboration, comme souvent avec le chirurgien, doit être étroite, et c'est là qu'on a les meilleurs résultats, que la prévention des axos, c'est essentiel, ça repose sur le maintien de la pression de perfusion cérébrale, et finalement, c'est les CEFTOT, j'insiste dessus. La position assise, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui la font encore, ça a vraiment été beaucoup discuté, pas mal abandonné. Nous, on continue de la faire très régulièrement. En tout cas, le préalable qui me paraît indispensable, c'est la recherche du fameux PFO en préopératoire. C'est la mise en œuvre de tous les moyens à votre disposition pour prévenir, détecter l'embolie gazeuse. L'extubation, idéalement, elle doit être le plus précoce possible. Et la neurochirurgie intracrânienne en pédiatrie, ça conduit quand même en gros au moins 50% des patients en soins critiques en post-op. Je vous recommande la lecture de ce livre dans lequel la neurochirurgie, notamment pédiatrique, est évoquée. Et je vous remercie de votre attention.